Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une affaire troublante qui a secoué une famille américaine apparemment ordinaire. Un père aimant, des croyances radicales et un acte impensable qui a choqué la nation entière. Comment une simple obsession a-t-elle pu mener à une tragédie aussi dévastatrice? Préparez-vous à découvrir une histoire où la frontière entre réalité et délire s'efface dangereusement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire tragique qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous, mais comme d'habitude, avant de commencer, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Name, are you still there? Name, are you still there? Dans l'après-midi du 7 août 2021, Matthew Taylor Coleman, âgé alors de 40 ans et propriétaire d'une école de surf, s'est préparé à partir pour un voyage de camping en famille, accompagné de sa femme Abby. Sans prévenir, il a décidé de prendre ses deux enfants, Kaleo, âgé de 2 ans, et Roxy, qui n'avait que 10 mois, pour les installer dans sa camionnette avant de quitter leur domicile situé à Santa Barbara, en Californie. Matthew a parcouru environ 350 km jusqu'à la frontière mexicaine, où il s'est arrêté à l'hôtel City Express dans la station balnéaire de Rosarito. Au cours des 2 jours suivants, il a adopté une attitude discrète, se tenant presque toujours dans leur chambre d'hôtel. Néanmoins, quelques invités de ce dit hôtel ont rapporté les avoir aperçus à plusieurs reprises dans le hall. L'un d'eux a d'ailleurs décrit comment Matthew semblait interagir joyeusement avec ses enfants, en se remémorant avoir pensé à quel point ils formaient un joli trio. Cette personne s'était également interrogée sur l'absence de la mère, ayant entendu Matthew dire à ses enfants « Tu verras bientôt maman ». Pendant ce temps, Abby était restée à la maison, essayant désespérément de localiser son mari, avec qui, je le rappelle, elle était censée partir en week-end. Après son départ avec les enfants, elle a pris contact avec la police, tout en précisant qu'aucune dispute n'avait eu lieu, que rien de spécial ne s'était passé ces derniers jours, que leur mariage ne semblait pas être en crise et qu'elle était convaincue qu'il reviendrait bientôt avec les enfants. Cependant, le retour tant attendu des enfants ne s'est pas produit. Dans les premières heures du 9 août, 2 jours après avoir quitté son domicile, Matthew Coleman a finalement décidé de répondre au message de sa femme. Son message disait ceci. « Salut chérie, tu me manques aussi. Les choses ont été difficiles, mais je commence à avoir un peu de clarté. Je ressens toujours beaucoup de confusion à propos de plusieurs choses, et j'essaye de les traiter. Tant de pensées étranges m'envahissent en ce moment, et il m'est difficile de les expliquer. » Peu de temps après, il a réveillé Kaleo et Roxy, les a mis dans sa camionnette, puis les a conduits vers un ranch isolé situé à proximité. Là, il a commis l'impensable en assassinant ses 2 enfants à l'aide d'un couteau de chasse sous-marine. Roxy a été poignardée au cœur à 12 reprises, tandis que Kaleo, n'ayant pas succombé immédiatement, a reçu 17 coups de couteau. Après avoir abandonné leur corps dans une région éloignée, Matthew est retourné à l'hôtel, a récupéré leurs affaires et a pris la fuite. 1 heure plus tard, les corps des 2 enfants ont été découverts, laissant bien évidemment la communauté sous le choc. Le soleil s'élevait à peine sur Rosarito lorsque Roberto Ramirez a été informé par un voisin au sujet du sang éclaboussé sur le ruisseau asséché, situé juste à l'extérieur de sa modeste maison rose. Âgé de 47 ans, Roberto vivait paisiblement dans une ferme entourée de champs de tomates et de laitues, bénéficiant d'une vue dégagée sur la plus haute montagne de la région. Clairement, cet endroit était un havre de paix, de tranquillité, loin de toute l'agitation des touristes à qui étaient tous attirés par les restaurants et les clubs de striptease côtiers de Tijuana. Bref, c'était vraiment un endroit tranquille, bien loin de tout ce qui peut se passer, bien loin de ce genre de meurtre horrible. Bien que Roberto n'ait rien entendu pendant la nuit,
L'air troublé du voisin a poussé ce dernier à sortir, emmenant avec lui le chien de son fils, Kobe, pour enquêter sur la situation. En ouvrant la clôture, composée de 4 brins de barbelés enroulés autour de piquets en bois, il a d'abord remarqué des traces de sang sur une parcelle d'herbe desséchée et sur quelques rochers. Intrigué, il s'est aventuré un petit peu plus loin et a vu du sang sur des buissons. Mais à cet instant, il n'a rien trouvé d'autre. S'attendant à tout moment à tomber sur un corps, il n'a cependant croisé personne. Peu de temps après, Kobe a commencé à aboyer à une distance d'environ 20 mètres. En s'approchant, Roberto a fait la macabre découverte de 2 petits-enfants. Cachés sous les feuilles d'un arbuste de saule, leur petit corps tout pâle était couché sur le côté, l'un contre l'autre, nus à l'exception de leur couche. Maintenant, revenons un petit instant en arrière. Après le départ de Matthew, Abby avait contacté la police le jour même, comme je l'ai mentionné plus tôt. Toutefois, lorsque son mari ne revenait toujours pas le lendemain, elle a de nouveau appelé les autorités et a cette fois-ci déposé un rapport de personnes disparues pour les 3, Matthew et ses 2 enfants. Les agents lui ont suggéré d'utiliser la fonction Localiser mon téléphone qui est disponible sur l'iPhone. À contre-cœur, elle a accepté et ils ont découvert que son téléphone se trouvait alors à Rosarito. Alors, la question c'est pourquoi n'avait-elle pas fait ça plus tôt? C'était une question légitime, d'autant plus qu'étant donné sa présence au Mexique, l'affaire a été transférée au FBI. Lorsque le propriétaire du ranch a contacté les autorités à propos de la découverte des 2 enfants, le FBI a été immédiatement alerté. L'application de localisation de téléphone a ensuite montré que Matthew se trouvait à la frontière américano-mexicaine. Comme il avait quitté le pays avec les enfants mais revenait seul, un agent des douanes a décidé d'examiner la camionnette de l'homme. Lors de cette fouille, du sang a été découvert sur plusieurs documents. Les autorités ont rapidement contacté le FBI et Matthew a été pris en charge pour un interrogatoire. Parallèlement, des officiers se sont rendus à la chambre d'hôtel où Matthew et les 2 enfants avaient séjourné. La pièce, heureusement, n'avait pas encore été nettoyée. Tous leurs effets personnels avaient bien évidemment disparu, à l'exception de 3 objets. 2 animaux en peluche étaient posés sur une table, avec un portrait de famille appuyé contre elle. À côté, une Bible de Gideon, celle que l'on trouve couramment dans les chambres d'hôtel, était ouverte au psaume 127, qui disait en partie ceci. « Les enfants sont un don du Seigneur. Ils sont une récompense de sa part. Les enfants nés d'un jeune homme sont comme des flèches dans les mains d'un guerrier. » Les agents présents sur les lieux ont déclaré que l'endroit ressemblait plutôt à un sanctuaire, tant par son ambiance que par son apparence. Cela a évidemment conduit à de nombreuses interrogations. Que se passait-il réellement? Pourquoi ce père, apparemment normal, avait-il choisi de fuir une femme qu'il aimait manifestement en emportant avec lui leurs enfants avant de les assassiner brutalement? Avant ce crime tragique, Matthew avait mené une existence normale et sans accroc. Il avait grandi dans un environnement relativement religieux, aimait surfer et faire du vélo tout-terrain, et ses amis le décrivaient comme une personne attentionnée et surtout facile à vivre. À l'âge de 36 ans, il avait fait la connaissance de Abby, originaire du Texas, dans un groupe d'église. Cette dernière était passionnée par le CrossFit et à l'époque, elle travaillait dans un système de MLM, soit le marketing multiniveau, axé sur la perte de poids. Les enfants sont ensuite nés de leur union et d'après les voisins, rien ne laissait présager de problème. Ils semblaient être la jolie petite famille parfaite, typique américaine. Ils avaient tous les 2 un très bon emploi, ils avaient une belle maison, les 2 beaux enfants, ils étaient en plus de ça très croyants. Bref, c'était vraiment le petit cliché américain où tout roule. Néanmoins, avec la progression de la pandémie du Covid-19, Matthew et Abby avaient progressivement sombré dans des théories du complot. Il ne s'agissait malheureusement pas de théories banales comme celle affirmant que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune, mais plutôt d'une immersion dans le mouvement QAnon. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de théorie, c'est peut-être mieux pour vous, mais permettez-moi de vous en donner un aperçu rapide. QAnon est une théorie du complot politique américaine qui a émergé aux environs de octobre 2017,
lorsqu'une figure mystérieuse se faisant appeler Q Clearance Patriot a commencé à publier sur le forum anonyme 4chan. Cette personne prétendait être un initié du gouvernement et a diffusé des conspirations étranges impliquant des pédophiles sataniques qui gouverneraient le monde avec Donald Trump comme seul sauveur. Bon, vous voyez un petit peu le topo. Les partisans de cette théorie croient en l'existence d'une cabale d'agresseurs d'enfants à la fois sataniques et cannibales, exploitant un réseau mondial de trafic sexuel d'enfants et qui aurait conspiré contre Donald Trump durant son mandat. Les adeptes de QAnon soutiennent que l'administration de Trump aurait secrètement combattu cette cabale et qu'un jour connu sous le nom de la tempête ou encore l'événement, des arrestations et des exécutions massives de milliers de membres de cette cabale seraient alors effectuées. Il désigne évidemment de nombreux politiciens démocrates, acteurs hollywoodiens, personnalités influentes, manias des affaires et experts médicaux comme étant des membres de cette fameuse secte. Cela peut évidemment sembler ahurissant, et pourtant il est quand même assez facile de se perdre dans ce genre de théories sur TikTok ou encore sur Reddit concernant le sujet. J'ai moi-même vu des articles affirmant que des célébrités telles que Ellen DeGeneres et Oprah Winfrey faisaient partie de cette fameuse secte, et il est intéressant d'ailleurs de noter que Santa Barbara, où Matthew et Abby ont vécu, est non seulement un endroit prisé par des célébrités comme Ellen, Oprah, le prince Harry et Meghan, mais elle cache aussi un passé bien sombre. Dans les années 1950, le Ku Klux Klan, que j'imagine par contre tout le monde connaît, y a brûlé des croix pour interdire l'accès des résidents noirs au quartier blanc. Un restaurant nommé Sambos, qui affichait des personnages de dessins animés racistes comme décoration, n'a accepté de changer de nom qu'au cours de l'année précédente, ce qui est quand même assez récent. De plus, il existe une multitude de clips et de mèmes montrant des gestes de la main réalisés par des personnalités célèbres sur des photos, laissant entendre qu'elle ferait pourquoi pas partie d'une élite satanique. Certaines des autres théories qui circulent à ce sujet sont extrêmement radicales, déroutantes et simplement à la limite du raisonnable. Malheureusement, j'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts, et ce genre de théorie attire énormément de personnes, malheureusement également les plus jeunes, qui se font un petit peu leur éducation via les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Reddit, 4chan et compagnie, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de faire attention au contenu que nos enfants consomment sur Internet, puisqu'il y a de plus en plus de théories du complot et de plus en plus de jeunes qui foncent dedans la tête en première, qui pensent que la Terre est plate, que l'homme n'a jamais été sur la Lune, et qu'il y a des reptiliens et des sataniques qui font du trafic d'enfants. Alors bon, il y a du trafic d'enfants, c'est évident, ce n'est pas nouveau, on le sait, mais voilà, le problème c'est qu'ils prennent un petit peu tous les trucs les plus gore que l'on peut trouver, ils en font une énorme secte, et ils vont accuser un petit peu n'importe qui. Le moindre geste qu'une personne lambda peut faire dans le quotidien va être attribué à des gestes sataniques, nazis ou que sais-je. C'est vraiment délirant. Si vous vous perdez 30 minutes, 1 heure sur TikTok sur ce genre de théorie, vous allez voir, c'est hallucinant le nombre de choses que l'on peut lire à ces sujets. Ça fait franchement froid dans le dos. Déjà, à mon époque, je me souviens quand j'étais adolescent, ça m'arrivait déjà de me perdre un petit peu sur YouTube, sur les théories du complot, sur les Illuminati et tout ça, et pourtant j'avais que 13-14 ans, on trouvait ça sur YouTube. Mais maintenant, le problème, c'est que tu peux consommer ça à outrance, que ce soit sur Instagram, un peu moins quand même, mais surtout sur TikTok, Reddit, 4chan, sur même Quora, bref, sur tout ce genre de choses, et c'est vraiment très dangereux, c'est extrêmement dangereux. Donc, si vous êtes parents, éduquez vos enfants et faites attention au genre de contenu qu'ils consomment, parce que parfois ça va vraiment extrêmement loin. Bon, en tout cas, pour revenir au QAnon, les membres de cette secte ont également montré une tendance à la violence, comme c'est étonnant. Des partisans de ce mouvement ont participé à l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, soutenant la campagne de Donald Trump et tentant d'influencer l'opinion des électeurs. Après la réélection de Joe Biden, ils ont cherché à renverser les résultats des élections. Lorsque ces tactiques ont évidemment échoué, de nombreux partisans de Trump, parmi lesquels se trouvaient des adeptes de QAnon, ont lancé une attaque contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, et peut-être que certains d'entre vous en ont d'ailleurs entendu parler.
Cette attaque a bien sûr engendré une répression significative des réseaux sociaux qui ont agi contre le mouvement et ses revendications. Malheureusement, ce n'est pas du tout suffisant pour éradiquer ce genre de mouvement, loin de là. En substance, les partisans de QAnon croient que tous les démocrates font partie d'un groupe d'agresseurs d'enfants adorant Satan et que Donald Trump feint d'avoir cessé d'être président afin de les combattre en secret. Bref, ça va vraiment extrêmement loin et parfois on peut se demander comment des personnes peuvent sincèrement penser ça, si elles sont vraiment saines dans leur tête et qu'elles sont dotées d'une certaine intelligence. Bon, après pourquoi pas, je peux comprendre que parfois dans des moments de faiblesse nous pouvons tomber dans ce genre de choses, mais bon, quoi qu'il en soit, revenons à notre affaire. Bien qu'il soit désormais trop tard à ce moment-là, Abby avait en réalité envoyé un message à Matthew à 9h24 lui écrivant ceci. Nous faisons ça ensemble, chérie. Je prie pour la clarté sur toi et ton esprit ce matin. Tout ce que tu as cru et connu pour être vrai se produit en ce moment. Je m'associe à toi. Sauve notre ville, la porte d'entrée de la Renaissance pour l'État de Californie, la nation et le monde. Tu as été créé pour changer le cours de l'histoire. Prends soin de mon petit tueur géant et de la voix de la colombe du ciel. Ils sont vraiment spéciaux. Pour moi, ce message ne ressemble pas exactement à celui d'une mère extrêmement inquiète que son mari parte avec leurs enfants sans un seul mot. Néanmoins, il est probable qu'elle ne croyait pas non plus qu'il leur avait fait du mal. Malheureusement, on n'est pas dans leur tête, donc c'est très dur d'interpréter ce genre de message. Est-ce qu'elle pensait vraiment qu'il y avait une chance qu'il puisse leur nuire? Peut-être qu'elle se disait que tout ça n'était que des délires et qu'il n'allait jamais leur faire du mal. Après, elle semblait aussi, elle, bien enracinée dans ce genre de théorie du complot, donc potentiellement qu'elle était vraiment OK avec le fait qu'ils tuent leurs enfants. Malheureusement, on ne sait pas, et peut-être qu'on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, lorsque Matthew lui a enfin envoyé un message, Abby n'a pas répondu pendant 6 heures. Alors soit elle dormait, soit elle était occupée, mais personnellement, si j'étais parent, demain, ma femme part avec mes 2 enfants, je ne sais pas où ils sont et possiblement celle-ci a décidé de les tuer. Je laisse mon téléphone en sonnerie, je pense que je ne trouverai pas le sommeil et si jamais je le trouve, vous inquiétez pas qu'à la moindre sonnerie de téléphone, je vais de suite me réveiller et sauter dessus pour m'assurer que mes enfants soient en bonne santé. Mais visiblement, Abby ne semblait pas suffisamment inquiète pour être accrochée à son téléphone pour avoir des nouvelles de ses enfants. Au cours de l'interrogatoire, Matthew a admis avoir tué ses 2 enfants, Kaleo et Roxy. Il a indiqué aux autorités où retrouver leur corps et a même signé une photo de leurs restes. Matthew s'est ensuite plongé dans une multitude de théories du complot, englobant QAnon, les Illuminati, la téléportation, le voyage dans le temps, ainsi que l'idée que ses enfants communiquaient avec lui. Il affirmait que d'autres bébés étaient dissimulés à l'intérieur de feux d'artifice, de nourriture et même des murs. Oui, c'est vraiment lunaire. Si vous ne comprenez pas, je vous rassure, moi non plus. Lors de son interrogatoire, il a expliqué aux agents qu'il se sentait soit fou, soit comme la seule personne sur Terre à rester un vrai homme. Après avoir répondu au message d'Abby, il a déclaré s'être réveillé tôt dans la matinée, se sentant comme Neo dans Matrix. Il a décrit une expérience durant laquelle il voyait toutes les pièces décodées et croyait que des visions et des signes lui révélaient que sa femme possédait l'ADN de serpent, les fameux reptiliens. Il n'était pas certain qu'elle soit une métamorphose, mais il affirmait qu'elle avait transmis cet ADN reptilien à leurs 2 enfants et que leur ADN corrompu se répandrait si jamais ils n'agissaient pas rapidement. Sa conclusion était plus qu'alarmante. La seule manière de sauver le monde était d'éliminer ses propres enfants pour les empêcher de devenir une espèce extraterrestre capable de causer des ravages sur Terre. Oui, vous avez bien entendu. Bien qu'Abby partageait de nombreuses croyances de Matthew, il était clair qu'il était allé bien trop loin dans ses délires au cours des mois précédant les meurtres, tandis qu'elle s'était progressivement retirée. La paranoïa de Matthew avait atteint des sommets alarmants. Environ 5 ou 6 jours avant d'avoir tué leurs enfants,
Matthew avait commencé à percevoir d'étranges coïncidences, comme les gestes de la main que j'ai évoqués précédemment. Il en voyait de plus en plus sur les photos publiées sur les réseaux sociaux et avait même paniqué en voyant un ami utiliser l'un de ses gestes, convaincu que il utilisait des personnes qu'il connaissait pour l'atteindre lui personnellement. Cependant, cette photo avait été prise lorsque cet ami n'avait que 13 ans, bien avant même l'émergence de ces théories étranges. Fait d'ailleurs intéressant, pendant que Matthew avait disparu avec les enfants, Abby avait appelé ce même ami de la photo pour lui demander de venir. Lorsqu'il s'était présenté, elle l'avait confronté au sujet du geste qui, amusant, s'avérait être le signe de la paix. Qui n'a d'ailleurs jamais fait ce geste au moins une fois dans sa vie? Vous savez, le fameux peace. Voilà. Donc selon eux, c'était un signe comme quoi c'était des personnes qui leur voulaient du mal. Bref, vous voyez un petit peu le topo. Honnêtement, je trouve que ça fait froid dans le dos. Je me demande s'il n'y avait pas des maladies mentales derrière tout ça, puisque pour en arriver à ce stade de paranoïa et de croyance vraiment perché, faut dire ce qui est, sans vouloir évidemment dénigrer toute personne pouvant être atteinte de maladies mentales. Quoi qu'il en soit, Abby l'avait accusé de faire partie de la conspiration et l'avait même ensuite expulsé de chez elle. Abby a partiellement mis en cause l'église évangélique que fréquentait Matthew, tandis que ce dernier soupçonnait même les dirigeants de cette même église d'être impliqués dans des conspirations. Malgré les aveux de ce dernier, aucune date de procès n'avait encore été fixée concernant le crime d'avoir tué ses deux enfants. Pour l'instant, Matthew a plaidé non coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Actuellement, il est toujours évalué afin de déterminer son état d'esprit au moment des meurtres. Cependant, l'accusation a annoncé qu'elle ne demanderait pas la peine de mort. En conséquence, Matthew fait face à la possibilité d'une peine de prison à vie ainsi qu'à une amende de 250 000 $. Le 7 juin 2024, un juge a accepté la demande de l'accusation, ordonnant à Matthew de fournir un plan de traitement proposé pour établir sa compétence dans les 60 jours afin qu'il puisse être jugé de manière adéquate. 10 mois après les meurtres, alors qu'il était en détention préventive, Matthew a pris le temps d'écrire une lettre de 2 pages à un ami. Dans ce message, il a reconnu avoir été trompé, exprimant ses regrets en ces termes. Je me trompais. Je sais maintenant que l'idée de l'ADN reptilien n'était qu'un délire créé dans mon propre esprit. Je me suis laissé convaincre par quelque chose qui n'existait pas. Il a également informé son ami qu'il était en train de trier ses croyances, affirmant ceci. Il y a tellement de choses à déballer, mais je dois comprendre ce que je crois vraiment. Je n'ai plus accès à l'information, donc je dois utiliser mon esprit pour analyser les choses. Avec l'aide de Dieu, je réalise à quel point j'étais éloigné de la vérité. J'aurais dû passer moins de temps sur ces théories du complot et me concentrer sur mon rôle de mari et de père. Quant à Abby, elle n'a pas pris la parole publiquement depuis le crime tragique et a déménagé au Texas, cherchant refuge auprès de sa famille. Les communautés religieuses secrètes auxquelles Matthew appartenait n'ont quant à elles pas encore abordé le crime odieux. Beaucoup de personnes vivant dans la région craignent que si Matthew avait été radicalisé au sein de l'Église, des actes similaires puissent alors se reproduire à l'avenir par d'autres membres. Un ami d'Abby a partagé que celle-ci tentait de guérir, mais qu'elle se sentait toujours déchirée. Un jour, elle éprouve de la pitié et de l'inquiétude pour Matthew, tandis que le lendemain, elle ressent une haine profonde envers lui et ne souhaite plus jamais le revoir. En ce qui concerne QAnon, il est devenu l'une des théories du complot les plus répandues et les plus dangereuses de notre époque actuelle. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation, QAnon représente une menace considérable. Malgré les tentatives de répression sur les principales plateformes de médias sociaux telles que Facebook, TikTok et Twitter, cette théorie continue malheureusement de prospérer. De plus, des trolls en ligne ont tenté de discréditer l'histoire de Matthew, la qualifiant de faux drapeau, conçu pour ternir uniquement le mouvement. Si Matthew est finalement déclaré malade sur le plan psychique, mental et médical, alors humainement parlant, j'espère qu'il recevra l'aide dont il a réellement besoin. Bien qu'il soit encore en cours d'évaluation, un psychologue médico-légal spécialisé dans l'analyse des théories du complot a émis un commentaire concernant le cas de Matthew. Selon lui,
ce dernier ne souffrirait peut-être pas d'une maladie mentale grave. Au contraire, il aurait pu être tellement absorbé par des pensées conspirationnistes qu'il paraissait psychotique sans réellement l'être. C'est assez subtil. Mais de toute façon, l'esprit humain est assez subtil. Il aurait donc simplement agi en suivant ses croyances conspirationnistes profondément ancrées en lui. Malheureusement, ce cas n'est pas le seul où QAnon a été impliqué dans une tragédie. Par exemple, en Californie, une mère a avoué avoir noyé ses 3 enfants, pensant qu'elle ne pouvait rien faire pour les protéger du trafic sexuel. Alors elle s'était dit que plutôt qu'ils soient un jour mêlés à ce genre de choses terrifiantes, j'imagine bien en tant que parent, eh bien elle a préféré les tuer. Dans un autre incident, une femme du Kentucky a tué son avocat spécialisé en garde d'enfants, croyant que ce dernier conspirait avec le gouvernement contre elle. Alors que les théories du complot telles que QAnon continuent de proliférer, il est crucial de se souvenir de l'impact humain derrière ces gros titres. Les victimes ne sont pas de simples noms mentionnés dans une histoire. Elles étaient de vraies personnes avec un avenir qui leur avait été promis et qui finalement se retrouvent maintenant 6 pieds sous terre parce que des personnes qu'on pensait de base saines d'esprit ont fini par croire des choses complètement fausses, qui se sont fait un bourrage de crâne tout seuls et qui ont fini par le meurtre de leurs propres enfants, de leurs proches, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, de leurs avocats ou que sais-je. Et c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est en leur mémoire que nous devons œuvrer pour prévenir de futures tragédies en remettant en question la propagation de croyances dangereuses et en soutenant ceux qui sont affectés par ces événements horribles. Cette affaire tragique nous montre à quel point des croyances radicales peuvent entraîner des conséquences inimaginables, déchirant des familles et bouleversant des communautés. Alors que Matthew fait face à la justice, le rôle des théories du complot et leur impact sur la psyché humaine reste une question brûlante. Pensez-vous que la responsabilité de ces tragédies incombe uniquement aux individus ou les croyances extrêmes jouent-elles un rôle plus profond dans ces drames? N'hésitez pas évidemment à partager votre avis dans les commentaires. Personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, j'éradiquerais toutes ces théories du complot. Alors certes, il est important de rester quelqu'un d'ouvert d'esprit, de s'intéresser à plein de choses. On sait qu'il se passe parfois des choses sombres dont on n'est pas au courant et que parfois il vaut mieux ne pas être au courant. On sait que dans les élites, il se passe certaines choses, il y a des affaires qui ressortent. Il y a eu par exemple l'affaire avec Epstein qui s'est déroulée. Voilà, nous, en tant que bas peuple, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et Dieu merci, franchement, il y a des choses que j'ai pas du tout envie de savoir parce que quand elles sont enfin mises au grand jour, on se dit mais waouh, mais dans quel monde on vit? Bien loin du mien, ça c'est certain. Mais de là à tomber dans des théories conspirationnistes de la sorte, c'est vraiment extrêmement grave. Et ça a des conséquences qui sont parfois irréversibles. Quand on voit les jeunes esprits de 14-15 ans qui tombent dans ce genre de théorie du complot, qui vont par la suite aller assassiner un tel ou sortir du système scolaire, sortir du système tout court et se retrouver dans des situations extrêmement dangereuses qui peuvent pourquoi pas nuire à leur propre vie ou nuire à la vie d'autrui, je trouve ça vraiment terrible et terrifiant. Et c'est pour ça que je considère qu'il est important et de notre devoir en tant que parents de contrôler un minimum ce que nos enfants consomment sur Internet, de discuter énormément avec eux, de les instruire également. Je pense que ce n'est pas que à l'école d'instruire nos enfants, c'est aussi à nous en tant que parents, que oncles, parrains, cousins, bref, que sais-je, d'instruire les enfants sur ce qu'est le monde réellement, que oui, l'homme a bien et bien été sur la Lune, que non, la Terre n'est pas plate, que les reptiliens, ça n'existe pas. Bref, c'est de notre devoir de faire en sorte que la société de demain est une société meilleure. Alors évidemment, il y aura forcément des enfants et des personnes qui passeront à travers les mailles du filet, mais il est de notre devoir de faire le maximum pour que ce genre de choses n'existe pas et n'arrive plus par la suite. Donc faites attention au contenu que vos enfants consomment sur Internet, et finalement même pas que les enfants, puisque comme vous le voyez, Matthew et Abby sont tombés dans ce genre de théorie du complot alors qu'ils avaient 38 ans, 39 ans. C'est quand même vachement tard. Alors on veut bien que le Covid, ça a bouleversé beaucoup de personnes, que certains n'ont pas du tout supporté le confinement, mais de là à ce que 2 personnes adultes
saine d'esprit, complètement formée, avec des enfants, des travails, où tout se passait bien, arrive à tomber dans ce genre de complot, je trouve ça encore plus terrifiant. Franchement, je trouve ça encore plus terrifiant que de jeunes esprits adolescents et naïfs tombent dedans, quoi. Donc faites attention à vous. Faites attention au contenu que vous consommez sur Internet, au genre de théories que vous pouvez avoir. Restez ouverts et ne vous enfermez pas dans ce genre de croyances, puisque ça peut vous amener beaucoup trop loin et vous pouvez faire du mal à autrui, mais également vous faire du mal à vous. Passer le restant de vos jours derrière les barreaux, je vous assure que ce n'est pas la vie que vous aimeriez avoir. Donc faites attention au contenu que vous consommez. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que vos proches puissent éventuellement vous raisonner. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Et si vous voulez, pourquoi pas qu'on parle un jour de théorie du complot, de secte ou que sais-je, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on fera le nécessaire par la suite sur la chaîne. Si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne fin de semaine. À très bientôt. Ciao.